Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau Parlons Patrimoine. Parlons Patrimoine de fin d'année. Alors, en fin d'année, on pense bien évidemment, et il n'est pas encore trop tard, à ces impôts. Pour parler des stratégies fiscales qu'on peut réaliser en cette période de fin d'année, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Marie, la directrice de la gestion privée de la place. Bonjour Benoît. Elisabeth. Bonjour à tous. Et puis Mélanie Collu, qui est la directrice de l'ingénierie patrimoniale de la place. Alors Mélanie et Elisabeth forment une équipe avec qui je travaille régulièrement et qui est la marque Maison La Place, la marque à destination de l'ensemble des conseillers du groupe et bien évidemment de leurs clients. Sans attendre, je vais commencer par Mélanie ou Elisabeth. Mélanie, allez, sur les règles déjà à connaître en cette période de fin d'année pour voir dans quelle mesure on peut optimiser ces impôts et puis quels impôts. Alors, quand on va parler d'impôts, on va parler principalement d'impôt sur le revenu pour le contribuable et d'imposition sur la fortune immobilière, le LIFI. L'impôt sur le revenu, on sait que ça va concerner l'ensemble des revenus sous réserve de déduire certaines charges, certaines réductions d'impôts qui sont décaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre. Donc là, au mois de novembre, il nous reste un mois et demi pour agir. Voilà, on a deux possibilités d'agir sur le montant du revenu imposable. Soit on va venir diminuer l'assiette en ayant des dépenses qui sont reconnues comme des charges déductibles, soit on va venir faire des investissements qui, eux, donnent droit à des réductions ou à des crédits d'impôt. Donc à ce moment-là, soit vous déduisez du montant de l'assiette et vous avez un taux qui s'applique après avec un barème progressif, comme vous le savez, qui va jusqu'à 45%. Il commence à partir de combien le barème à peu près? On a plusieurs tranches. On a une tranche à 0 et après 11, 30, 40, 45%. Il faut savoir que ça prend en compte tous les revenus mondiaux pour un contribuable fiscalement domicilié en France. Donc l'ensemble de ces revenus qu'il perçoit sur le territoire français, mais également à l'étranger. Après, évidemment, pour éviter la double imposition, on aura des crédits d'impôt qui vont venir s'imputer. S'il y a des conventions de non-double imposition. Effectivement, qui permettent d'imputer sur l'impôt français l'impôt payé à l'étranger. Mais sur le sujet du jour, on va venir soit diminuer l'assiette en réalisant certaines déductions, Elisabeth en parlera tout à l'heure, soit on va venir faire des investissements qui permettent d'obtenir des crédits d'impôt, des réductions qui, eux, vont directement s'imputer sur le montant de l'impôt à payer. Donc ça, c'est pour l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est pour l'impôt sur le revenu. Et on peut agir jusqu'à quand alors? Jusqu'au 31 décembre. Fameux abattement ou réduction. Il faut que la dépense ou l'investissement soit décaissé, c'est important, au 31 décembre, 23h59. D'accord. Donc, avant le 31 décembre, il est encore possible de minorer, si je puis dire, le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu. Oui, tout à fait. C'est encore possible. Ça, c'est pour l'IA. L'IFI aussi, c'est pareil? Alors, l'IFI, c'est une photographie du patrimoine immobilier mondial pour les contribuables français, au 1er janvier de l'année d'imposition. Contrairement à ce qu'on avait sous l'ISF, on n'a plus beaucoup de manières d'optimiser l'IFI. On a ce qu'on appelle le plafonnement de l'IFI par rapport aux revenus. Et on a la possibilité de réaliser des dons. D'accord, des dons qui vont en réduction? Des dons qui... de l'assiette ou de l'impôt? Des dons qui viennent en réduction de l'assiette et qui ouvrent droit à une réduction de 75%. En fait, c'est une réduction d'impôt de 75% du montant de l'impôt dans la limite de 50 000 €. Et la particularité des dons à l'IFI par rapport aux dons IR, c'est que les dons IR, comme on l'a dit, doivent être décaissés avant le 31 décembre, alors que les dons à l'IFI, eux, peuvent être décaissés jusqu'à la date de déclaration de l'assiette imposable. Au mois de juin. Au mois de juin 2024. Donc en juin 2024, tout à fait. On fera la déclaration de l'IFI par rapport à son patrimoine au 1er janvier 2024, mais on a, après le fait générateur de l'impôt, j'allais dire jusqu'au mois de juin, pour pouvoir diminuer sa cotisation d'IFI par le biais des dons à des fondations. C'est exactement ça. Formidable. Donc, et 75%. Et 75%, pas bon en maths, mais c'est mieux que 66. Alors, donc, si on a le choix. Je voulais le préciser, justement. Bonne précision. Au niveau de l'impôt sur le revenu, la plupart des dons, sauf quelques-uns, mais c'est effectivement très rare d'obtenir un taux à 75%. On va être sur un taux à 66% dans la limite de 10% du montant du revenu imposable à l'impôt sur le revenu. Alors qu'à l'IFI, tout de suite, si on effectue des dons à des fondations, par exemple, puisqu'elles bénéficient d'un agrément de fait, de droit, on bénéficie de ce taux de 75% de réduction d'impôt. Donc, je choisis. Donc, pour arbitrer, c'est beaucoup plus avantageux, si on est redevable de l'IFI, de demander la réduction d'impôt. Et on rappelle que l'IFI, c'est sur les biens immobiliers dès l'instant où l'ensemble de son patrimoine immobilier français ou international est supérieur à 1,3 million. C'est ça. C'est ça. Formidable. Alors, foyer. Par foyer. Très bien. Et juste pour l'attachement, c'est monsieur, madame. Les enfants, au-delà de 18 ans, ils sont pas dans le patrimoine. Tout à fait. Bon, c'est bien de le préciser. Elisabeth, donc merci pour ces règles, Mélanie. Elisabeth, alors on peut des petits schémas d'optimisation déjà, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de règles. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Alors,
Pour l'impôt sur le revenu, déjà, Benoît, jusqu'au 31 décembre, il y a un élément qui est fondamental sur lequel il faut travailler, c'est son épargne retraite. Puisque nous savons tous que nous vivrons au moins 25 ans après l'âge de départ à la retraite. Donc, il y a des dispositifs qui ont été amendés au 22 mai 2019, le plan épargne retraite. La loi Pacte. La loi Pacte, tout à fait, on ne peut rien cacher. Et ce dispositif permet de déduire les cotisations que nous faisons tout au long de l'année, donc comme le disait Mélanie, du 1er janvier au 31 décembre, et de déduire donc au niveau de nos revenus imposables. Alors, il y a un plafond. Quand on regarde nos déclarations sur les revenus, nous avons une indication plafond épargne retraite, où nous avons 4 lignes différentes. La première ligne correspond au plafond de l'année, qui tient compte des revenus N-1, puisque la déduction maximale représente 10% des revenus nets professionnels de l'année N-1. Cependant, il y a 3 autres lignes potentiellement qui correspondent aux 3 années précédentes, si nous avons utilisé partiellement ou pas du tout le plafond des années précédentes. Donc, disponible fiscal reconductible, en quelque sorte. Tout à fait. Donc ça, cette ligne-là est très importante, ça nous permet de savoir cette année, au mois de novembre 2023, ce que je pourrais défiscaliser jusqu'au 31 décembre en utilisant un plafond qui, j'allais dire, est né au titre d'années antérieures. Voilà. Et donc, on peut cotiser au plan d'épargne retraite individuel. Les cotisations sont donc déductibles de ce plafond. Nous pouvons cotiser au plan d'épargne retraite collectif, souvent dans les dispositifs qui sont mis en place par nos entreprises, et au plan d'épargne retraite individuel. Le PER1, le PER. PERICO et PERCO et collectif. Donc, voilà. Le fameux plan d'épargne retraite, et on rappelle que le plan d'épargne retraite a un vrai succès. Je crois qu'il y a eu un peu plus de 5 milliards de collecte sur ce véhicule-là, car il offre une sortie en capital au terme. Donc l'argent, il est disponible au jour du départ à la retraite, et puis en cas, bien évidemment, d'événements désagréables qui peuvent survenir avant son départ à la retraite. Donc PER, formidable instrument donc pour réduire l'assiette taxable. Donc on réduit la tranche marginale d'impôt. Tout à fait. Ça c'est la déduction au titre de l'assiette. Et après, la déduction au titre de la cotisation maintenant. Alors je vais continuer si tu le permets sur les assiettes, puisqu'il y a aussi les pensions alimentaires. C'est souvent pension alimentaire à des descendants, mais aussi à des ascendants envers qui on a une obligation alimentaire, c'est codifié à l'article 205 et 207 du Code civil. Donc, nous pouvons déduire l'hébergement et la nourriture de manière forfaitaire. Alors, pour un enfant majeur comme pour un ascendant, il ne faut pas qu'il soit rattaché à notre foyer fiscal, bien évidemment. Et encore faut-il que ces personnes que nous aidons aient vraiment des revenus qui ne leur suffisent pas à assurer leur quotidien. Dans un état de dépendance, en quelque sorte, alimentaire. Alimentaire, voilà, c'est tout à fait ça. Tu peux aussi, Benoît, mettre à disposition un logement. Je pense notamment à nos parents ou nos grands-parents. Au-delà de l'aide financière qu'on peut leur apporter, ça peut être une aide matérielle en occupant un logement que le contribuable possède, qui va donc permettre une déductibilité au titre de la pension alimentaire. Donc tout ce qu'on va réaliser du 1er janvier au 31 décembre de l'année 2023. Et l'arbitrage, lorsqu'on a des enfants, c'est est-ce que je les rattache au moyen fiscal ou est-ce que je reverse une pension alimentaire? Venez nous voir parce que les calculs sont très précis et diffèrent bien évidemment selon chaque situation. Mais en tout cas, on avait ces 2 options. Formidable. Optimisation qu'on a vue relativement simple, mais qu'il s'agit de conserver en mémoire jusqu'à la fin de cette année. On peut aussi combiner sur des horizons qui sont un peu plus longs, Mélanie, je crois. On peut tout à fait utiliser des techniques civiles pour optimiser la fiscalité. Et l'idée étant vraiment... C'est l'ingénierie patrimoniale, c'est une petite définition d'ingénierie patrimoniale, parce que toi qui es la patronne de l'ingénierie patrimoniale. Alors l'ingénierie patrimoniale, c'est tout ce qui va permettre de structurer un patrimoine afin de combiner les règles civiles, les règles fiscales, les règles sociales, et ce, afin d'optimiser et de répondre aux objectifs des clients à moyen et long terme. Une situation de combinaison des différents instruments. Une situation de combinaison. Et donc, en combinant toutes les règles juridiques, fiscales et sociales pour un chef d'entreprise également, mais déjà rien que sur le volet patrimonial, on va pouvoir utiliser des dispositifs tels que de démembrement de propriété pour mettre en place des stratégies qui sont optimisantes sur le long terme. Du type cession d'usufruit temporaire ou donation d'usufruit temporaire. Donc je donne l'usufruit d'un bien immobilier et donc je me prive de ces revenus qui permettent bien évidemment d'accroître les revenus de la personne. On va sortir les revenus de l'assiette de l'impôt sur le revenu, donc on va venir optimiser l'impôt sur le revenu pour le contribuable, et ça permet aussi, vu qu'au niveau de l'IFI on a uniquement l'usufruitier qui est taxé, de sortir le bien de l'assiette de l'IFI et de le mettre à disposition de contribuables qui, eux, en principe, étant donné qu'on est sur un public d'enfants
qui ont, comme disait Elisabeth tout à l'heure, besoin d'occuper un logement ou besoin de percevoir des revenus complémentaires qui, en général, sont pas taxables à l'IFI. On dit souvent, dans les général patrimonial, il y a 3 impôts qui nous tracassent. Il y a l'impôt sur le revenu, l'IFI, et puis les droits de mutation à titre gratuit. Donc là, on optimise l'IR, puisqu'on réduit les revenus de la personne du donateur, et ces revenus allant entre les mains du donateur, qui, par définition, a moins de ressources, donc des tranches d'imposition inférieures, et puis surtout, on met à sa charge, j'allais dire, l'IFI, tandis qu'il a un patrimoine qui est conséquent. Donc là, une double optimisation. Il y en a d'autres aussi par cette technique de donation d'usufruit devant notaire. Hein. Oui, tout à fait. On peut parler de la cession d'usufruit temporaire d'un bien, cette fois-ci en allant chercher, entre guillemets, l'optimisation sur le taux d'imposition des revenus entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés qui, lui, est plafonné à 25% depuis quelques années maintenant. Et donc là, on va venir imposer les revenus du bien sous l'IS plutôt qu'à l'IR avec en plus les prélèvements sociaux à 17,2% qui se rajoutent à l'IR. 17,2 versus 25. Exactement. Ouais, mais c'est dit là. C'est ça. Pas de la tarte aux fraises quand même de réussir à conjuguer tous ces éléments. Un peu compliqué. D'autres systèmes d'optimisation aussi, mis à part les donations, cessions d'usufruit. Alors, on peut utiliser des véhicules, justement le véhicule à l'IS, utiliser aussi des techniques juridiques pour optimiser la fiscalité, percevoir des revenus complémentaires free tax, sans imposition. Free tax, sans imposition. Free tax sans imposition, permettant de répondre à un objectif de revenus complémentaires. Et là, je pense au compte courant d'associés au sein d'une société, à l'impôt sur les sociétés. Système de plafonnement aussi, peut-être un petit mot sur Alors, le système de plafonnement de l'IFI, c'est à ça que tu penses, Benoît? Oui. Plafonnement de l'IFI. Parfaitement. J'adore le plafonnement de l'IFI. Oui. Où on va venir justement essayer d'optimiser le montant des revenus perçus. Et donc, en combinant ça avec une technique de compte courant d'associé, ce sont des revenus qui ne sont pas déclarés puisqu'ils sont perçus comme des remboursements de créances. Donc, ils ne rentrent pas dans l'assiette de l'impôt. C'est pas un revenu. C'est pas un revenu. Donc, on va venir soit appuyer là-dessus pour gonfler le montant des revenus et en même temps venir plafonner le montant des impôts par rapport aux revenus qui sont, eux, réellement déclarés. Car il y a une règle. Car il y a une règle, qui était, j'allais dire, sanctuarisée par le Conseil constitutionnel en 2012 de mémoire, qui nous dit que l'ensemble des impôts ne doit pas excéder 75% des revenus. Donc, le terme de l'équation à travailler, c'est revenu. Si on n'a pas de revenus, on n'a pas d'impôt. Si on n'a pas de revenus, on n'a pas d'impôt. Mais si on n'a pas de revenus déclarés imposables. C'est d'où le compte courant. D'où le compte courant d'associé. Bon, là, on a fait un mapping relativement rapide. Quelque chose à rajouter, peut-être, Elisabeth, sur ce sujet complexe, hein. Oui. Alors, on pourrait y passer l'après-midi, la journée même. Oh, même des semaines. Juste rajouter, puisque il y a au-delà de l'impôt sur le revenu et de l'IFI, donc toutes les techniques que l'on a développées avant le 31 décembre, certaines de ces techniques permettent aussi de travailler une autre fiscalité que tu as citée, qui est la fiscalité sur la transmission successorale, que ce soit la technique du compte courant d'associé, que ce soit des techniques de démembrement ou en utilisant certains types de sociétés. Nous travaillons aussi de génération en génération la transmission du patrimoine, tout en conservant des revenus pour les parents en règle générale ou les grands-parents qui ont transmis. Donc l'ingénierie patrimoniale, un peu de droit des sociétés aussi, un instrument qu'on peut utiliser à destination des particuliers pour optimiser justement ces IR, ces IFI et puis ces droits de mutation gratuits, droits de donation, droits de succession. Peut-être d'ici à la fin de l'année, un petit conseil alors pour tout le monde. On regarde sa feuille d'impôt. Oui, sont disponibles épargne retraite. Ça c'est un point fondamental. C'est la 4e page de l'avis d'impôt sur le revenu. Tout à fait. Tout le monde a reçu au mois de septembre. Donc ça, c'est un principe de base. Oui. Et peut-être un dispositif dont on n'a pas parlé, mais si on a quelques minutes, il y a aussi un dispositif qui est fabuleux, qui est le dispositif Girardin, où c'est le seul dispositif où l'on déduit plus. C'est l'aide au financement des outils industriels dans les dom-tom. Donc, en tant que contribuable, nous avons la possibilité d'obtenir une réduction d'impôt. Et ce qui est fabuleux, c'est que cette réduction d'impôt est supérieure à la somme que nous décaissons pour travailler notre fiscalité. Et par quel système magique? C'est codifié. C'est l'article 199 du Code général des impôts. Et ça, avant le 15 novembre, c'est assez puissant. Et en plus, c'est dans le plafonnement des niches fiscales est plus important que le plafonnement traditionnel, puisqu'on va travailler sur un plafonnement à 18 000 euros, mais qui est beaucoup plus important que la somme faciale des 18 000. Le plafonnement des niches fiscales, c'est qu'on ne peut pas avoir plus de 10 000 euros de réduction, c'est ça? C'est ça, Benoît. Donc là, on va jusqu'à 18 000 donc supplémentaires. Juste aussi dans le plafonnement de réduction d'impôt et dans la réduction d'impôt, ne pas oublier aussi, je crois, les emplois de salariés à domicile. Voilà. Une petite astuce aussi à ne pas oublier. Oui, eh bien, tout ceci, il faut faire ses déclarations aux URSSAF avant le 31 décembre, surtout à ne pas oublier, puisqu'autrement, on passerait à côté de la réduction d'impôt. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un plafonnement qui est de 12 000 euros des dépenses engagées sur l'année, avec 50% de la dépense,
plus 1 500 € par personne à charge. Et c'est plafonné de mémoire à 15 000 € au total. Et on peut utiliser ce cible à la fois pour des travaux de ménage, des travaux de jardinage, des travaux de la garde d'enfants, les cours aussi pour des enfants, les cours de scolarité. Les cours de soutien scolaire. Voilà. Donc, là, il ne faut pas oublier les déclarations d'URSSAF, parce qu'il y a des cotisations à payer, et ces cotisations sont elles-mêmes déductibles et rentrent dans le cadre de ce plafond. Donc, si on le perd cette année, il n'est pas reconductible, là. C'est pas l'avantage du PER, hein, donc avec l'abattement, avec la réduction qui est, l'assiette qui est remportable, là, ce ne l'est pas. Bah, merci mesdames, je crois que c'était très clair. Plein de choses à voir en matière d'ingénierie patrimoniale, en matière d'optimisation en cette période de fin d'année, mais plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, nous sommes à votre disposition. Merci, mesdames. Merci Benoît. À bientôt. À bientôt.